Bonjour, bienvenue pour ce bulletin numéro 52 de la Web TV de Veille Stratégique. Le bulletin donc du 24 septembre que nous enregistrons quelques minutes avant 9 heures ce matin. Tout d'abord, un grand merci, comme d'habitude, pour votre fidélité et pour vous rappeler d'emblée que le numéro spécial dédié aux forces armées indiennes, le bulletin spécial numéro 2, est en ligne depuis hier en fin d'après-midi et donc vous pouvez le consulter tout à fait librement sur notre chaîne YouTube pour ceux qui l'auraient manqué hier. Alors aujourd'hui, on va on va évoquer et travailler ensemble entre guillemets à la réinformation sur deux sujets très importants. On va commencer par le Proche-Orient et puis ensuite on abordera bien sûr le conflit en Ukraine. Alors comme vous le savez, depuis la semaine dernière, on assiste à un déplacement de la focale médiatique sur le Liban, en oubliant au passage, et on en reparlera à la fin de cette présentation sur le Proche-Orient, de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, parce que donc la semaine dernière, on a eu les attaques israéliennes spectaculaires avec donc les pagers qui étaient piégés, puis ensuite les talkie-walkie. Alors je veux refaire tout de suite une petite précision par rapport à la façon dont certains viennent nous dire oui, alors vous travaillez pour les sionistes, oui, vous travaillez ceci ou cela. En ce qui nous concerne, à Veille Stratégique, la façon dont nous n'avons pas oublié la responsabilité du Hezbollah dans la mort de nos soldats en 1983, dans la prise de certains otages français au Liban, et dans les attentats qui ont été commis sur le territoire national, notamment l'attentat de la rue de Rennes, nous n'avons pas oublié qui était derrière ces attentats. Bien évidemment, le Hezbollah, sous la forme actuelle, n'existait pas, mais ce sont ses ancêtres et ce sont les mêmes personnes qui étaient aux commandes. Nous n'oublions pas non plus, bien sûr, qu'ils opéraient avec l'aval parfait et total de Téhéran. Et donc pour nous savons très bien qui est le Hezbollah et nous savons très bien quelles sont ses responsabilités. Et nous savons également que personne ne pourra nous empêcher de les qualifier de mouvements terroristes. Alors après, qu'on fasse la distinction, comme le fait la diplomatie française avec intelligence, et ce depuis 1983, qu'on distingue la branche politique et la branche militaire pour continuer de parler à la branche politique, qui est un parti officiel de la vie politique libanaise, ça nous paraît tout à fait normal et on considère que cette position est tout à fait juste, tout comme il était tout à fait juste à nos yeux de qualifier nos amis irlandais de l'IRA de terroristes à partir du moment où ils ont cessé la lutte armée contre les troupes britanniques, contre les troupes de la RUC qui travaillaient pour le gouvernement britannique en Ulster, pour porter la lutte à la fois contre ces troupes mais aussi contre la population civile. Pour nous, il est clair qu'à partir du moment où un mouvement de lutte armée, de résistance armée légitime à un occupant commence à s'en prendre aux civils, il bascule dans le terrorisme. C'est notre définition, c'est notre position, qu'elle vous plaise ou non. Voilà, je tenais à le rappeler. Et c'est pourquoi nous considérons que la branche armée du Hamas, la branche armée du Hamas est un mouvement terroriste. Nous considérons que la branche militaire du Hezbollah est un mouvement terroriste, que ça vous plaise ou non. Est-ce à dire que nous justifions ainsi la façon dont Israël se comporte? Je pense que ce que nous avons expliqué ici depuis l'été dernier, nous n'avons pas attendu le 7 octobre pour dénoncer la façon dont Israël se comportait, notamment en Cisjordanie. Nous avons été un des rares canaux à pouvoir évoquer ce qui se passait en Cisjordanie dès l'été dernier et à le dénoncer. Nous savons mesurer les choses et nous savons nous montrer intelligents dans notre analyse. Voilà. Et c'est ce que nous allons continuer de faire, n'en déplaise à certains extrémistes des deux bords, que nous renvoyons dos à dos. Voilà. Alors, là, les Israéliens ont se posé la question vendredi, quels étaient leurs objectifs, puisque nous savons qu'on est placé dans une situation où, dans la vision du gouvernement israélien qui est entre les mains des extrémistes kahanistes,
qui tiennent Benjamin Netanyahou dans leurs mains. On est sur une vision eschatologique de la provocation de la guerre de Gog et Magog pour que le Mashiach, on vive enfin l'avènement du Mashiach, l'avènement du Messie. On peut analyser ça sur aussi bien sûr le plan politique bêtement intérieur, c'est-à-dire que Netanyahou se maintient au pouvoir par la guerre, mais de l'autre côté, sur le plan eschatologique, on sait que cette guerre de Gog et Magog, qui doit aboutir à l'Armageddon, eh bien c'est une guerre d'Israël contre entre guillemets tous ses voisins proches pour reprendre les territoires qu'ils occuperaient de manière illégitime sur un plan spirituel et religieux uniquement, et qui conduit donc à faire n'importe quoi, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie et donc maintenant au Liban. Alors la caractéristique de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était déjà des attaques qui étaient très ciblées, qui ont touché plus de 3000 personnes. En ne touchant, nous le soulignons et nous nous étions interrogés sur pourquoi là on a utilisé cette méthode si ciblée qui n'a fait que une dizaine de morts collatéraux, et non pas, et encore je crois que sur les morts on a comptabilisé aussi certains cadres du Hezbollah qui étaient morts de leurs blessures, donc on a très peu de dommages collatéraux, même si bien évidemment nous les regrettons, nous les pleurons en tant qu'humains, parce qu'une enfant de 10 ans, même fût-elle la fille d'un cadre du Hezbollah, elle n'a pas à mourir à 10 ans à cause des responsabilités de ses parents. On ne peut pas considérer ça comme étant quelque chose de bien. Néanmoins, on doit souligner le caractère extrêmement précis, technique de ce qu'a fait Israël, qui revient à ses fondamentaux, je l'ai souligné, en faisant ce genre de choses pour éviter ce qu'elle fait à Gaza. Alors, on en déduisait que politiquement et militairement dans l'efficacité, c'était pour envoyer un message au Hezbollah, pour leur dire « Vous respectez les accords de 2006, vous vous retirez loin vers le nord du Litanie comme c'est prévu, pour qu'il y ait une bande de sécurité au sud du Liban, qu'elle soit enfin occupée par l'armée libanaise, ou en tout cas ce qu'il en reste, pour qu'on ait cette espèce de zone tampon entre les zones occupées par le Hezbollah au Liban et la frontière nord d'Israël et les territoires donc sur lesquels vivent plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été obligées d'être évacuées à cause des échanges de tirs qu'il y a depuis le 7 octobre, enfin dans la continuité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc on peut le voir sous plusieurs angles. Maintenant, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'on assiste à des frappes israéliennes en nombre extrêmement important. On a atteint hier les 1300 frappes d'artillerie, de missiles et de bombes aériennes. Donc on est sur quelque chose de très important qui cible, semble-t-il, avec énormément de précision, là encore, des lieux de stockage de munitions, d'armement que le Hezbollah a disséminés dans le territoire du sud Liban. Parce que, semble-t-il, il y a beaucoup de renseignements qui a réussi à remonter vers les services de sécurité israéliens, Shin Bet, Mossad, etc. Et donc, on a un ciblage qui est très précis. Ça a néanmoins abouti à la mort de plus de 400 personnes, dont 35 enfants. Donc, bien évidemment, on ne va pas considérer que c'est une bonne chose. On va simplement considérer avec, encore une fois, la volonté de comparer, par rapport aux objectifs qui peuvent être poursuivis par Israël, se dire que avec un nombre de frappes équivalent dans la bande de Gaza, on a un nombre de morts qui est au minimum 10 à 20 ou peut-être 30 fois plus important. Donc là encore, on est obligé de reconnaître qu'Israël opère avec énormément de précision et de retenue. Parce que elle a affaire alors à un pays qui a encore une espèce de souveraineté de façade, on est bien d'accord. Le Liban, depuis la guerre qui a éclaté à la fin des années 70 et qui a ravagé le pays dans les années 80, on sait bien que le Liban a une souveraineté qui est malheureusement très relative, coincée entre les Syriens et les Israéliens. On sait bien que c'est pour eux
avec leur division communautaire où on n'a pas de véritable parti qui peut dire j'ai la majorité dans ce pays, eh bien on a un gouvernement finalement qui est infaisable hein, pour obtenir une position claire et définitive quand on sait qu'on a des services secrets étrangers qui peuvent assassiner l'ancien premier ministre Harari, on soupçonne la Syrie d'être derrière cette opération. Bon, voilà. Donc on est dans des dispositions où malheureusement le Liban, et c'est pas la position lamentable de Macron qui va y changer quelque chose, le Liban ne peut pas exercer complètement et pleinement sa souveraineté. Hein. Donc tout le monde en profite. Je rappelle que par rapport à tous les contacts que j'ai au Liban, ou auprès de Libanais qui sont ici en France et qui ont de la famille là-bas, les gens abhorrent autant Israël que le Hezbollah. Hein. Je connais personne qui est là à me dire ah oui le Hezbollah c'est bien, non. Hein. Alors par contre ils reconnaissent que ce sont des Libanais comme eux. Hein, c'est pas des Iraniens, c'est l'idéologie chiite de version Téhéran qui a été importée là-bas dans les années 80, mais ça reste des Libanais, donc ils sont quand même chez eux. Donc c'est pour ça que la France leur reconnaît en tant que parti politique une existence légitime et qu'elle parle avec le Hezbollah pour essayer justement de retrouver un jour une véritable souveraineté libanaise et sortir le Liban de cette guerre perpétuelle. Donc les Israéliens frappent, ils frappent très fort, hein, on a vu les images, c'est vraiment très très fort, on a vu que ça provoquait donc des dégâts très importants sur tout ce qui était construction, y compris donc des écoles ou ce genre de choses. On nous explique que vraisemblablement le Hezbollah utilise ces bâtiments-là pour camoufler des stocks de missiles, de munitions, ce genre de choses, et on a eu malheureusement plus de 400 victimes. Alors je donne les chiffres de cette nuit vers minuit hein, que j'ai compulsé en préparant le bulletin, et dont 35 enfants. C'est absolument terrifiant qu'on en soit encore là. Hein, parce qu'une fois encore, ce que ça dénote, c'est que de part et d'autre, on est, comme je le disais la semaine dernière, dans un des poisons de cette région depuis presque, j'ai envie de dire, la nuit des temps, hein, que le christianisme avait tenté d'éradiquer, qui est la loi du talion. Hein. C'est ça aussi le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne voient les choses que sous cet angle-là, pardon. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Hein, le christianisme a essayé de dire peut-être pourrions-nous trouver une autre voie. Voilà, alors on sait ce qui est advenu et ce qu'il advient encore à nos frères chrétiens d'Orient, dans cette région en particulier, comme dans les autres, face à ce fanatisme qui peut exister de part et d'autre, chez certains musulmans comme chez certains Israéliens, certains juifs israéliens. Voilà, donc c'est une situation qui pour moi aujourd'hui a obtenu un effet très clair, c'est d'avoir détruit tout le commandement militaire du Hezbollah, hein, c'est-à-dire que là on a vu mourir les uns après les autres tous les chefs du mouvement militaire, hein, quelle que soit leur fonction, force spéciale, etc. Tout le monde a été assassiné. Enfin, pas assassiné, parce que là on est vraiment dans la guerre, donc c'est éliminé par les tirs respectifs, hein, puisque le Hezbollah lui aussi tire sur Israël depuis la mi-octobre l'année dernière. Donc tous ces gens-là ont été tués au cours des bombardements israéliens. Là, il n'y a pas de doute. Certains avaient déjà été tués par des attaques de drones au mois de juillet. On en avait même vu certains être éliminés, si ma mémoire est bonne, en avril. Et donc voilà, aujourd'hui, à part Nasrallah, qui est, semble-t-il, préservé comme entité politique pour discuter et pour peut-être donc obtenir ce qui pourrait être un des objectifs israéliens, c'est-à-dire vraiment de dire au Hezbollah maintenant, vous arrêtez vos bombardements, notre population peut retourner chez elle dans le nord d'Israël, et vous nous laissez tranquilles par rapport à ce qu'on fait à Gaza. Alors on comprend bien que vu ce que fait Israël à Gaza, Téhéran et le proxy qui est le Hezbollah va pas forcément accepter. Sauf que maintenant, avec cette décapitation quasiment à 100% des cadres du mouvement, dans sa partie notamment militaire,
je vois pas comment ils vont pouvoir continuer efficacement, parce que ils ont plus de moyens de communication entre eux, parce que là, plus de pagers, plus de talkie-walkie, je sais pas techniquement comment ils peuvent faire, parce que s'ils allument un téléphone portable, alors là c'est pareil, ils vont être éliminés dans les secondes quasiment qui viennent, hein, ou dans les heures qui viennent. Donc aujourd'hui, la capacité de commandement et de contrôle du mouvement militaire, de la partie militaire du Hezbollah, pour moi, je ne sais pas, elle peut plus fonctionner. Alors, il y a peut-être encore des chefs d'unité locales qui peuvent, comme on l'a vu, lancer quelques roquettes. Hein. Il y a encore eu hier matin une centaine de roquettes qui ont été tirées donc vers Israël. Certaines sont d'ailleurs tombées sur des colonies en Cisjordanie occupée. Donc au risque de tuer des Palestiniens, hein, c'est pas forcément une des meilleures cibles à choisir pour les gens du Hezbollah. Donc voilà, va-t-on vers cette situation où de toute façon la branche militaire du mouvement ne pourra plus fonctionner parce que il y a plus de commandement central, il y a plus que éventuellement donc des commandements locaux qui une fois qu'ils auront utilisé toutes leurs munitions n'auront plus de moyens de mener quelque combat que ce soit et surtout auquel on ne pourra pas désigner telle ou telle cible dans les jours qui viennent. Voilà. Donc pour moi, il faut surveiller la façon dont d'une part ces frappes se poursuivent ou non dans les 24 à 48 heures qui viennent et puis surtout à la fin la réaction qui sera celle du Hezbollah. Est-ce que les tirs de roquettes vers Israël se poursuivront ou non? Ou est-ce que finalement Israël aura réussi à tordre le bras à Nasrallah pour faire cesser les choses en lui démontrant que bon bah ils ont éliminé toute la branche militaire et son commandement et que peut-être demain s'il plie pas ce sera son tour. Hein, parce que rien ne nous dit que les Israéliens n'ont pas logé Nasrallah et que c'est pour ça qu'ils le laissent en vie pour le moment pour continuer de dialoguer avec lui. Maintenant, quand on se remet un peu plus en hauteur, il faut surveiller aussi l'attitude des États-Unis et de Biden en particulier, parce que je pense que Biden tient les clés du problème, ça paraît un peu singulier, à savoir des munitions ou non pour l'armée israélienne. S'il rentre au Liban, plus de munitions. S'il rentre pas au Liban, on continue d'envoyer des munitions et on continue de taper à Gaza. Parce que pour moi, c'est comme ça que ça s'agence. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a eu ces frappes aérienne et d'artillerie hier et avant-hier, et encore même samedi, si je compte bien, et qu'on avait eu cette attaque très ciblée avec les pagers et les talkie-walkie la semaine dernière, parce que l'objectif c'était de dire, attention, on va pas rentrer au Liban, mais par contre on va leur porter un coup majeur pour les contraindre à la négociation et à plier à nos conditions. Maintenant, reste à savoir au sein du gouvernement israélien la pression que mettront les kahanistes pour, oui ou non, accepter ce deal-là à long terme. Voilà. Alors maintenant, on va parler bien sûr de ce qui se passe quand même donc à Gaza, hein, puisqu'on a à nouveau pendant ce temps-là, loin des yeux médiatiques, on nous dit ah oui, ah bah, maintenant le bilan c'est 40 000 morts, bon puis on passe à autre chose, hein. Donc on a encore les quartiers sud et ouest de Gaza City qui ont été frappés. On a le nord de Jabalia qui a également été frappé. Tout ça c'est hier, hein, c'est pas il y a 2, 3 ou 4 jours. Non, c'est hier simultanément à ce qui se passe au Liban. On a encore ce que je ne cesse de souligner, on a encore des combats et on a encore vu des vidéos entre des membres notamment des brigades d'Al-Aqsa et les forces israéliennes avec des combats, ce qui prouve, il y a encore eu une embuscade hein, qui a été menée contre une colonne blindée israélienne hier, semble-t-il. On va probablement voir les vidéos bientôt sur les réseaux comme Telegram. On a donc encore un corpus militaire du Hamas, ou peut-être d'autres mouvements de la résistance palestinienne, qui sont à l'œuvre. Ce qui signifie que ce que nous a annoncé Netanyahou, il y a maintenant, ça va faire un mois, comme quoi le Hamas était vaincu militairement, est un énième mensonge, et donc n'est pas du tout réel, et que les combats se poursuivent, que des soldats israéliens continuent d'être tués ou blessés au combat, et que l'efficacité par rapport aux objectifs qui avaient été annoncés de détruire le Hamas et sa branche militaire, eh bien, tout ça, c'est du pipeau.
Ça n'a toujours pas abouti. Alors on fait comme au Vietnam, c'est pour ça que je rappelle l'analyse de Moshe Dayan, on fait toujours le fameux body count, hein, on compte les morts, on dit ah on a tué tant de militants palestiniens cette semaine. Et alors, ça a influencé comment l'objectif opératif et stratégique que nous nous sommes fixés? Nullement. Ça n'a rien changé. Par contre, on a continué de tuer des civils innocents qui sont pris dans cette nasse depuis bientôt un an, hein, puisqu'on est fin septembre. Ça va bientôt faire un an que la population gazaoui est complètement prisonnière de tout ça. J'entends encore des gens sur certains plateaux télé qui ont l'outrecuidance de venir dire oui, mais globalement, ces gens-là, ils sont favorables à ce qui s'est passé le 7 octobre. Très bien, donc ça justifie qu'on fasse n'importe quoi. On aurait dû, si on écoute ces gens-là, on aurait dû liquider tout le peuple allemand quasiment à 98% en 1945. On se demande encore pourquoi on ne l'a pas fait. Je me dis, bah voilà, puisque la majorité des Allemands, on le sait, hein, nous historiens, on a fait le boulot, on sait que la majorité de la population allemande, jusqu'en avril 1945, et la Wehrmacht elle-même l'a prouvé, a soutenu ce régime et a défendu ce régime bec et ongle. Bon, bah alors pourquoi on les a pas liquidés? On aurait dû, une fois la Wehrmacht qui avait capitulé le 8 mai 45, on aurait dû liquider le peuple allemand, si on écoute ces gens-là, avec cette logique-là. Hein, c'est des fous, des fous, des fous. Et donc, pendant ce temps-là, une nouvelle fois, alors j'ai dégoté le nom de l'opération que mène Israël donc en Cisjordanie. Hein. Alors si les traductions sont bonnes, ça s'appellerait l'opération Camp d'été. Je suis un peu surpris. Je vais vérifier. Si quelqu'un a l'information, il met en commentaire les précisions. Donc en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes, de manière illégale, continuent d'arrêter des Palestiniens. Hein, donc là, hier, il y en a eu 16 qui ont été arrêtés. Et donc depuis le 7 octobre, on est à plus de 10 800 personnes qui ont été arrêtées illégalement par les forces israéliennes en Cisjordanie. Sans que personne, bien évidemment, ne s'en émeuve. Et sans que personne ne comprenne que, je le rappelle, l'objectif, pour moi, de cette opération en Cisjordanie, qui a commencé avant le 7 octobre, eh bien, c'est de provoquer au sein de la population de Cisjordanie une réaction peut-être même encore plus déterminée contre les colons qui occupent illégalement la Cisjordanie que celle qu'a menée le Hamas et les autres mouvements palestiniens sur les kibbutzim le 7 octobre. Et que ça justifiera donc qu'on occupe définitivement, et totalement la Cisjordanie et qu'on applique à la population palestinienne ce qu'on est en train d'appliquer à la population de Gaza. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation terrible qui se déroule sous nos yeux au Proche-Orient et sur laquelle seuls les États-Unis ont leur mot à dire en ce qui concerne l'attitude d'Israël pour plus ou moins bloquer les initiatives les plus délirantes de la part de Bibi et de ses alliés kahanistes. Alors avant de passer à l'Ukraine, donc merci encore pour les pouces en l'air, merci pour les commentaires positifs, les questions, les ajouts donc d'informations que nous n'avons pas forcément pu trouver ou qu'on n'a pas pu croiser sur les réseaux qu'on utilise et que vous avez pu voir ailleurs. Un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement. Hein, vous avez vu et vous allez le voir si vous pouvez regarder le documentaire, le numéro spécial sur l'Inde, qu'on essaye de faire vraiment un travail en profondeur de synthèse qui est loin d'être, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, c'est plusieurs semaines de travail. Donc vos soutiens financiers servent à acquérir des informations par divers supports. On a aussi besoin de vos soutiens financiers pour des questions des fois bêtement techniques, hein, parce que là, par exemple, on commence à avoir nos disques durs qui sont presque ras la gueule d'informations glanées sur le web et puis d'enregistrement des émissions dont on garde des sauvegardes. Donc c'est aussi pour investir à nouveau dans du matériel. Donc n'hésitez pas à continuer de nous soutenir. Merci à ceux qui nous ont rejoints sur Patreon et auxquels on offre un contenu supplémentaire en plus de ce qu'on vous offre sur les réseaux habituels. Hein. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, sur mon compte
donc X Tercios del Sol, tout ça c'est dans la description de la vidéo, et puis bien sûr sur le blog, on continue de publier sur le blog, mais on a décidé que sur Patreon, on vous offrirait à la fois des traductions d'articles pour vous présenter un peu plus en détail, puisqu'il y a beaucoup de questions, les forces armées du monde et leur matériel, et surtout leur matériel. Hein. On a fait là des traductions de papier sur pas mal d'avions, des chars de combat, et on va poursuivre ce travail tous les jours. On va essayer d'avoir chaque jour quelque chose de nouveau à vous proposer. Et puis de vous publier donc des vidéos, alors pour le moment brutes, des combats un peu partout sur les théâtres d'opération, parce qu'on peut pas les diffuser sur YouTube. Et à partir de la semaine prochaine, ces vidéos-là de combat, je vous ajouterai mon commentaire pour que vous ayez des informations supplémentaires. Voilà, donc tout ça c'est sur Patreon. Et comme je l'ai dit aussi, à la fin du mois de novembre, pour les abonnés Patreon, il y aura une émission équivalente à celle qu'on vient de faire sur les forces armées indiennes, sur l'armée iranienne, hein, les forces armées iraniennes. Alors maintenant, on va passer à l'Ukraine. Alors, je suis quelqu'un de très taquin, hein, ceux qui me connaissent personnellement savent que je peux pas m'empêcher quand quelqu'un s'amuse à se moquer un peu de moi, quand je finis par avoir entre guillemets raison, à revenir à la charge. Hein. Donc la semaine dernière, quand j'ai expliqué qu'il fallait raison garder par rapport à tous les bruits de bottes, de toute l'excitation autour de ce qui allait peut-être se passer entre la Russie, les États-Unis, dans les commentaires, c'était ah Monsieur Ferreira, vous êtes trop naïf, Monsieur Ferreira ceci, Monsieur Ferreira cela. Et le soir même, et c'est pas mon ami, Joe Biden disait lors de sa rencontre avec le Premier ministre britannique Starmer, non, on n'autorise pas les tirs dans la profondeur du territoire russe avec les armes occidentales. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Hein, les États-Unis, alors Blinken n'était pas d'accord, le département d'État n'était pas d'accord, tous ces gens-là n'étaient pas d'accord et le faisaient savoir à grand renfort de communiquer, sauf qu'à la fin, le juge de paix, c'est le président des États-Unis. Alors bien évidemment, comme je vous le laisse entendre depuis des mois, le juge de paix, c'est le Pentagone, et le Pentagone, lui, ne veut pas de ça. Je l'avais d'ailleurs évoqué vendredi, le Pentagone ne veut pas de ce genre de choses, et donc le Pentagone a dit non. Et donc Biden, en bonne marionnette tataillée, les plus anciens comprendront la petite allusion, le petit clin d'œil, hein, en bon tataillé, eh bien Biden il a dit non, on tape pas dans la profondeur avec des armes occidentales, c'est pas possible. Voilà. Donc arrêtez de vous mettre la tête à l'envers avec le bruit médiatique, avec la surenchère médiatique, parce que ça ne mène nulle part. C'est comme là, hier soir, et depuis ce matin, je vois ça sur les réseaux, on nous dit, alors les Russes, ils ont raté l'essai, il y a quelques jours, du Sarmat, le missile Satan 2, il y a encore eu un loupé, etc. Alors LCI en a fait, semble-t-il, des gorges chaudes hier soir. J'ai pas d'informations particulières, il peut y avoir eu un accident sur le pas de tir, c'est tout à fait probable, il paraît qu'il y a des images, alors vous m'excuserez, hein, tout ça date d'hier soir, on n'a pas eu le temps de compulser ce matin au réveil, vu l'actualité, ce thème-là en particulier, on va fouiller pour en reparler d'ici vendredi, mais arrêtez encore une fois de succomber au bruit médiatique en permanence. Voilà. On peut s'interroger, peut-être qu'il y a eu un incident sur le pas de tir, voilà. Peut-être que c'est complètement de la propagande du côté occidental. Peut-être est-ce aussi de l'intoxication de la part des Russes, parce que ça, bien évidemment, dans la majorité des cas, personne ne veut y croire, quand on voit comment ils ont intoxiqué tout le monde sur bien d'autres choses depuis des années. Hein, voilà, je pense qu'il faut toujours rester très prudent et prendre en compte au moins 3 hypothèses avant de se dire c'est plutôt celle-ci, c'est plutôt celle-là. Voilà. Alors, dans la même veine, il va falloir guetter ce qui va se passer à la fin de la semaine à l'ONU, à l'Assemblée Générale annuelle, hein, puisqu'on va avoir Zelensky. Alors lui, il a été faire la tournée des usines d'armement américaines. Hein, alors on a fait un grand show médiatique autour de tout ça pour nous dire ah bah voilà, les Américains continuent de livrer des obus d'artillerie, c'est très bien. On sait que les stocks américains, on en a parlé la dernière fois, sont presque arrivés à la ligne rouge de leur capacité. Donc il faut du renouvellement, et là c'est pas quelques dizaines de milliers d'obus qui font faire la différence,
quand bien même des dizaines de milliers d'obus auraient seraient partis en fumée côté russe suite aux attaques dont on a parlé la semaine dernière sur certaines usines, enfin surtout sur certains dépôts, hein, parce que c'est bien des dépôts qui ont été touchés et pas des usines, et donc les usines, elles, continuent de tourner. Alors oui, vous avez perdu, quelqu'un a fait la statistique dans les commentaires de la dernière vidéo, hein, a fait le calcul, les Russes ont perdu l'équivalent de 3 jours de feu de leur artillerie sur le dépôt de Toropets. Voilà, c'est tout, 3 jours. Voilà, 3 jours d'artillerie qui sont partis en fumée, les usines continuent de tourner. Donc ce sont des coups spectaculaires qui interrogent sur, bien sûr, les responsabilités des gens qui ont en charge la défense antiaérienne de ces dépôts. Très bien, donc ça montre qu'il y a des failles du côté russe, il y a des gens, on l'a dit, qui ont été arrêtés, mais de l'autre côté, l'impact réel opératif sur la continuité de la guerre, ça ne change pas grand-chose. Une fois encore, les Ukrainiens, ça leur permet d'occuper l'espace médiatique occidental, et aussi national pour eux, hein, de dire à leurs citoyens, bah regardez, on continue de se battre, on continue, donc quand on vous dit qu'il faut aller au front, bah s'il vous plaît, arrêtez de résister, laissez-vous faire, et puis c'est tout. Mais c'est pas ça qui va arrêter la Russie. Et c'est pas non plus, donc, on l'a dit, hein, les histoires de surenchère. Les Russes aussi jouent à la surenchère hein, avec les Américains sur l'histoire de dire si vous tirez dans la profondeur, on va faire ça. C'est de la rhétorique, c'est du copier-coller, je vous l'ai déjà dit, de la guerre froide. Hein, j'étais pas là, vu mon âge, dans les années 60 avec la crise des missiles de Cuba, mais c'est la même chose. Alors il y a des gens qui me disent ah ben oui mais les Américains et les Russes aujourd'hui ils se parlent plus. Mais soyez pas naïfs. On vient encore d'assister il y a quelques semaines à des échanges de prisonniers qu'on peut qualifier globalement de prisonniers de qualité politique entre les deux grands. Vous croyez qu'ils discutent pas entre les gens de la CIA et du SVR? Arrêtez, ne soyez pas naïfs. Il y a des discussions. Alors elles sont peut-être d'une moindre importance ou d'une moindre intensité qu'à certains moments de la guerre froide, j'en conviens peut-être, mais ces discussions ont toujours lieu. Et je rappelle, voilà, le juge de paix a parlé, on continue de lui mettre la pression là sur ce pauvre Biden. Biden, en pleine campagne électorale, alors que les sondages dont on a parlé l'autre jour sont complètement bidonnés par rapport à Kamala Harris, le camp démocrate sait très bien ce qui est en train de se jouer dans la population américaine par rapport à Trump et par rapport aux tentatives d'assassinat. Hein, sur les indécis, et donc ils n'ont pas envie que ça dégénère avant les élections. Donc c'est terminé. Il n'y aura pas de guerre nucléaire demain matin. Hein. Soyons calmes, analysons tout ça. Ah oui, c'est la surenchère, c'est bien. Donc s'il y a de la surenchère médiatique, mais vous vous doutez bien qu'il n'y a rien derrière. Les choses les plus importantes, c'est pas dans les médias, on va pas en parler dans les médias, hein, faut arrêter tout ça. Relisez Guy Debord, hein, relisez Guy Debord et le spectacle de la marchandise permanente qu'on a sous nos yeux, relisez Platon, hein, relisez les bons livres de mon ami Olivier Battistini sur Platon, et arrêtez de croire à ce qu'on projette sur le mur de la caverne matin, midi et soir. Alors en ce qui concerne le front, donc là, on va voir que dans le secteur, alors on commence par le secteur de Koursk, hein, bien évidemment. Donc vous le voyez, on a toujours, donc vous avez Vesseloe qui est encadré en rouge hein, sur la partie gauche de la carte. Donc on a deux pointes ukrainiennes qui sont parties donc depuis le territoire ukrainien vers le secteur notamment donc de Vesseloe. On a aussi une autre attaque depuis Obodi vers un autre village dans ce secteur pour tenter d'attaquer le flanc sud du groupement russe qui lui mène l'offensive, la contre-attaque vers Soudja. Donc c'est tout ce qu'on voit sur la partie droite de la carte. Donc ces pointes-là n'ont toujours pas réussi à percer les défenses russes. Il y a des combats importants qui se déroulent, notamment autour de Vesseloe, mais on est, je l'ai rappelé la semaine dernière, à maximum une percée, une avancée, je ne vais pas dire une percée, une avancée sur un couloir de 3 km, 3 km 5 de profondeur et à peine 3 km de large. C'est tout. C'est tout. Et donc les Ukrainiens s'entêtent, on a vu donc des colonnes blindées mécanisées se faire détruire la semaine dernière, et pour le moment tout ce monde-là continue d'être
arrêtés à chaque tentative par les Russes. Et je rappelle, on l'a signalé, donc au nord de Veseloe, vous avez cette ligne de fortification hein, qui se trouve quasiment au niveau du cours de la rivière Seine. Les Russes continuent de pouvoir franchir cette rivière par des ponts du génie et donc à alimenter leur groupement qui se trouve sur la rive sud pour lui permettre de résister. Et donc pour le moment, les Ukrainiens, c'est comme des petites épingles qui viennent vous piquer pendant que vous êtes en train de faire autre chose de plus important, mais ça n'a débouché sur rien. Et surtout, ça n'a pas empêché les Russes de continuer leur progression. Alors on voit j'ai mis donc les flèches pleines, c'est quand les assauts russes ont abouti à la prise définitive de terrain. Alors donc on voit que dans la partie nord de la zone de contre-attaque, ça continue d'avancer, et au centre et au sud, on est toujours sur des combats qui ne débouchent pas plus loin que là où ils étaient la semaine dernière, enfin la semaine dernière, vendredi dernier, hein, donc il y a 4 jours. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que depuis le village de Sverdlikovo, pardon, eh bien, maintenant, les Russes sont à 6 kilomètres de la route R200, hein, je vous l'ai mise en turquoise ou je sais pas quel bleu très clair, hein, donc qui est la route de ravitaillement principale des forces ukrainiennes entre Soumy et Soudja, que j'ai encadré en bleu. Et donc, de l'autre côté, au sud-est de Soudja, depuis la zone d'Ulanok, vous avez une autre attaque russe qui se développe depuis maintenant une semaine et qui, elle, dont la pointe se trouve à 15 km de cette route. Alors, vu que c'est une région qui est beaucoup moins irriguée par des routes ou des voies de communication, qui est plutôt marécageuse, etc., on comprend que les Russes progressent moins vite dans cette zone qu'ils ne le font depuis le secteur donc de Sverdlikovo, mais on est quand même sur une tentative au minimum d'enveloppement simple, mais je pense d'enveloppement double, pour enfermer tout le groupement ukrainien qui se trouve donc vers le nord de cette ligne pointillée en orange. Hein. C'est là l'objectif de l'armée russe. Donc soit, et donc une fois encore, c'est pas la prise de terrain qui est importante, c'est l'occupation de points stratégiques qui forcent les Ukrainiens à se retirer pour soit donc être pris sous les feux croisés, là comme si c'était encore une fois l'exemple que je connais très bien de la poche de falaise Chambois. C'est pour ça que Sverdlikovo est important, parce que ça permet de faire peser une menace directe sur la R200, mais ça permet aussi de faire peser une menace sur la route qui part de Soudja, qui passe à côté de Sverdlikovo et qui remonte vers le nord. Et donc là, si cette route est coupée, bah c'est pareil, ça va créer une petite poche dans la poche, dans le saillant. Et donc là, l'objectif pour les Russes, c'est soit les Ukrainiens se replient, soit ils seront nassés, et donc ça créera de l'attrition supplémentaire. Je rappelle que le chiffre qui est avancé d'Ukrainiens qui sont dans ce saillant, alors je ne sais pas si c'est tout l'effectif qui est dans le saillant lui-même, mais en tout cas tout le groupement ukrainien qui combat dans ce secteur est évalué maintenant environ encore 30 000 combattants. Je pense qu'il y en a au moins 20 000 dans le saillant, donc vous imaginez si ces 20 000 soldats ukrainiens sont nassés et qu'ils ne peuvent plus sortir, même si la route n'est pas formellement occupée. Je rappelle que là, déjà en étant à 6 km par rapport à Sverdlikovo, vous êtes sous les feux russes indirects sans aucun problème, et surtout, si les Russes débouchent, alors là, pour replier et pour acheminer munitions et renforts, c'est terminé. Voilà ce qu'on peut dire pour le secteur de Koursk. Donc ensuite, autre secteur intéressant, celui de Kupiansk. Alors vous voyez, Kupiansk est tout en haut de la carte, encadré en bleu. Je vous ai remis le tracé sommaire de la rivière Oskol. Et les Russes ont réussi à progresser en direction de... Alors c'est Krylyakivka, hein, vous voyez la flèche pleine, donc les Russes ont vraiment pris le territoire qui est complètement marqué là tout au sud de la carte, et ils ne se trouvaient plus hier soir, je précise, hier soir, qu'à 3,5 km du pont qui enjambe ici l'Oskol, donc je l'ai mis en noir hein, sur la carte,
qui a lui-même d'ailleurs, ce pont a été détruit par un bombardement russe avant-hier. Si oui, on est mardi, donc c'est avant dimanche soir que j'ai vu les images. Le pont ici qui a été détruit. Alors il peut toujours être reconstruit par le génie ou doublé par un pont de ponton. Mais là, pour le moment, les Ukrainiens sont dans de grandes difficultés parce que c'est un des rares ponts de la zone. Et donc, pour être encerclé là encore, donc dans tout le secteur, tout le groupement, vous voyez, il y a Pichane qui est marqué au centre de ce secteur qu'occupe l'armée ukrainienne à l'est de l'Oskol. Eh bien, toutes les troupes qui se trouvent là, il y a un pont à Kupiansk, il y avait le pont de donc c'est Senkove, maintenant il est détruit, il n'y a plus moyen de se replier. Et il n'y a plus moyen d'être ravitaillé pour quelques heures, le temps qu'éventuellement ce pont soit doublé par des ponts du génie ou ce genre de choses. Mais les Russes, là, ne sont plus qu'à 3,5 km. Donc l'encerclement dont je parle, je sais, ça fait longtemps. Vous allez me dire, bah oui, mais les Russes, dites donc, M. Ferreira, ça fait 3 mois, peut-être 2 mois que vous nous parlez de cette possibilité, ils avancent pas vite. Hein. Bah non, parce qu'ils, comme on l'explique depuis le début, ils font quelques progrès de quelques kilomètres, ils prennent des points stratégiques, ils se renforcent, et le secteur redevient plus calme. Et puis ils attendent que les Ukrainiens qui sont pris par les mouvements ailleurs, et notamment, on le sait, dans le secteur de Pokrovsk, Oretchetine et anciennement Avdivka, ils sont obligés de jongler avec leurs renforts. De plus, ils ont engagé cette opération complètement folle à Kursk, où ils ont prélevé donc dans leurs réserves jusqu'à environ 40 000 hommes pour les engager là-bas. Les Russes en profitent. Voilà. Ah bah là, il y a moins de monde, bon bah on relance une attaque, et puis on voit où elle nous mène. Si demain ils voient les Russes qui vont pas pouvoir déboucher jusqu'au pont, ils vont arrêter. Ils reprendront ça dans 3 semaines, dans un mois. Ils en ont rien à faire en termes de temps. Alors s'ils pouvaient le faire maintenant, puisque là la météo dans le secteur, on est toujours globalement sur le théâtre d'opération. Vous imaginez bien qu'entre Kursk et la Crimée et Kherson, on a des températures qui sont un peu variables, mais on tourne autour de 10-12 degrés en général. On n'est pas sur une arrivée massive de pluie, donc les Russes ont encore, je pense, si la météo reste comme ça, encore un bon mois pour mener des opérations de grand style avec peu de boue, peu de problèmes météo, en termes même de visibilité avec la pluie pour les drones ou ce genre de choses. Donc ils ont tout leur temps. Ils ont tout leur temps. Donc voilà ce qui risque d'arriver là maintenant, peut-être de manière plus éminente encore que ce qui était prévu, ou en tout cas prévisible, c'est pas prévu, mais prévisible par nos analyses. Alors ensuite on a le secteur donc de Pokrovsk. Alors comme d'habitude, Pokrovsk c'est au nord de ce qui est écrit en noir, la option 2, je ne l'ai pas fait figurer sur la carte pour qu'on puisse voir ce qui se passe au sud. Donc on n'en finit pas là encore avec le saillant ukrainien qui se trouve donc au-delà de la ligne pointillée marquée 5 km. Il y a toujours des troupes ukrainiennes qui sont dans ce secteur et qui continuent de tenir tant bien que mal la zone, alors que maintenant, vous le voyez, la pointe des soldats, enfin de l'avancée des soldats russes depuis le nord vers le sud est à 5 km donc du réservoir qui se trouve au sud de la ligne pointillée orange. Voilà, donc là il n'y a plus que 5 km pour passer, donc de part et d'autre, c'est un champ de tir, si vous essayez de traverser, en plus c'est une zone de champ, donc vous êtes un sitting duck comme on dit en anglais, vous êtes vraiment une cible facile. Donc il y a quelques lignes de fortification, je les ai remises, enfin c'est quelques points d'appui ukrainiens qui sont donc à l'est des villages qui sont maintenant la cible des futures attaques russes. On a Khernik, Kroachivka, Vovachenka, où là encore on a constaté, donc une fois encore, j'ai essayé de faire simple, les flèches pleines, ce sont les attaques russes qui ont réussi. Les traits bleus, c'est les fortifications ukrainiennes, et les pointillés verts, c'est les options de développement potentiel des attaques russes. Donc là, on voit que depuis la chute d'Ukrainsk, attaque russe pour achever le saillant autour de la ligne pointillée des 5 km, mais on continue aussi donc à attaquer depuis Ukrainsk plein ouest. Les Russes, je vous ai mis ça en noir, ont franchi la voie ferrée
hein, qui coupe le terrain dans cette zone. On sait que les Russes utilisent beaucoup les voies ferrées et comment dire, vous savez, elles sont en contrebas à certains endroits par rapport au terrain, et donc ils les utilisent comme des espèces de couloirs qui les dissimulent plus facilement à la vue et sur lesquels ils progressent sans trop de difficultés, hein, avec l'infanterie notamment et les blindés, et donc ils utilisent beaucoup les voies ferrées pour passer derrière les zones de fortification ukrainiennes. Et donc là, ils ont franchi cette voie ferrée qui est légèrement en contrebas par rapport au terrain, et donc ils peuvent en profiter. Alors soit pour mener plein nord, comme on le voit avec, enfin plein nord-ouest avec la flèche de l'option 2, en direction de Pokrovsk, soit, et c'est ce que je subodore, ils vont d'abord viser à descendre plein sud pour encore une fois couper cette fois-ci tout le groupement ukrainien qui se trouve à l'est et qui défend la zone Khernik, Korakhivka et Vovchanka. Voilà, moi je pense que ça va être comme ça que ça va jouer, et surtout parce que ça va leur permettre de prendre à revers la ligne bleue qui est ici au sud, hein, qui court de Shevchenko jusqu'à Vovchanka. Toutes ces fortifications sont tournées vers le sud, et donc je pense que les Russes vont descendre dans le dos de ces fortifications. Ils vont faire coup double, ils vont, puisque l'encerclement n'en finit pas d'aboutir à hauteur de la ligne pointillée orange, là où c'est marqué 5 km, et ben ils vont créer une zone d'encerclement plus à l'ouest, sur un groupement plus vaste, puisqu'on sait que les Ukrainiens qui se sont repliés du saillant tiennent maintenant fermement Khernik jusqu'à Vovchanka, donc ils vont les contraindre à faire encore à nouveau un choix, et ça va encore aboutir à de l'attrition du personnel de l'armée ukrainienne. Voilà. Alors, dernier point qui a fait beaucoup parler encore ces derniers jours, hein, c'est Ougledar, où là on a vu une belle progression russe. Donc vous avez la route qui court de Preshivka jusqu'à Pavlivka, où là les Russes ont gagné, hein, vous le voyez, beaucoup de terrain. J'ai changé les cartes parce que c'était moins visible sur le système de cartes qu'on utilisait jusqu'à maintenant. On voyait moins bien la progression russe. Donc on voit que à l'ouest, depuis Preshivka, l'assaut russe, je l'ai mis en pointillé parce que semble-t-il, il n'a pas débouché un contrôle complet du terrain. C'est pour ça que vous voyez là sur ces cartes-là, c'est en zone orangée claire. Ça veut dire que c'est une zone grise où le contrôle du terrain reste disputé. Par contre, partout ailleurs, on a vu que là, les flèches sont pleines, donc les assauts russes sont portés. Il reste une ligne de fortification ukrainienne, hein, en bleu ici à conquérir à l'ouest de Ougledar. Il y aura peut-être, alors les assauts depuis Pavlivka n'ont pas forcément obtenu le succès escompté. On a vu, je passe à Vodiane, les Russes poursuivre leur progression avec succès depuis Vodiane, et on a vu là hier les Russes attaquer directement Ougledar et s'emparer d'un premier pâté d'immeubles dans ce secteur, donc à l'est d'Ougledar. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, les Russes ne vont pas se contenter d'un encerclement, en tout cas pour ce que laissent à croire les informations que nous avons, ne vont pas se contenter d'un encerclement d'Ougledar pour contraindre la garnison à s'évacuer ou à mourir au combat, ou se rendre, mais ils vont, en tout cas depuis hier, ils ont commencé l'assaut direct de la ville. Voilà, alors est-ce que c'est parce qu'ils savent que la garnison ukrainienne a commencé à évacuer, qu'il y a moins d'hommes, et que leur bombardement de ces dernières semaines, hein, parce que ça fait maintenant 15 jours que ça tape avec les FAB, avec l'artillerie sur la ville, est-ce que tout ça a produit les effets désirés et que les défenses ukrainiennes sont de moins en moins fortes et que ça permet donc de mener un assaut de vive force en zone urbaine sans risquer de perdre beaucoup de monde? On verra dans les heures qui viennent et les jours qui viennent si c'est confirmé et que cet assaut de vive force se poursuit. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire sur cette situation. On est un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, hein, il faut être exhaustif. Donc encore un grand merci à vous, pouce bleu,
commentaires, partage des vidéos et de toutes nos autres publications. Hein, je vous en prie pour augmenter notre référencement, il n'y a que ça. Et c'est pas parce que vos amis ne seraient pas intéressés, je le rappelle, par les infos que vous allez partager que c'est important. C'est parce que l'algorithme, lui, il compte le nombre de partages pour augmenter notre visibilité. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui pourront nous soutenir financièrement. J'espère que vous voyez les efforts que nous faisons pour améliorer sans arrêt la qualité et la redondance des informations qu'on est capable de vous donner et que vous comprenez que votre soutien est vital pour qu'on puisse poursuivre dans cette direction. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi matin et je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à se dire. Au revoir.